partie du texte. L'Europe a été construite par l'impôt donc à une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous sommes en droit au coup d'impôt. Donc c'est un devoir civique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Un terme, une explication. Aujourd'hui, quel est le terme qui nous a intéressés dans cette émission? On va vous parler de ce terme qui, de fois, est à la base de plusieurs discordes dans nos familles africaines. De compte final. Qu'est-ce que les Kinois connaissent de ce terme de compte final? On les écoute et puis on revient. Cette fois-là, ça sera pour prendre l'expert qui va nous expliquer c'est quoi un décompte final, mais également comment il se calcule. Le décompte final, je peux expliquer ça. Le mot décompte final, ça peut être expliqué comme une somme d'argent qu'on donne à un travailleur ou un agent qui a travaillé. Ça peut être dans une entreprise. Et à la fin, l'agent est obligé d'avoir une somme d'argent. C'est cette somme d'argent que moi, je pourrais expliquer comme des comptes finaux. Je prends comme les agents de l'État, comme les agents de fonctionnaires de la fonction publique. Il y a les agents qui sont partis, qu'on a donné pension. Et ces agents-là, à la fin, l'État doit donner à ces agents-là leur décompte final. Décompte final, c'est le compte qu'on reçoit après avoir terminé ou clôturé son travail. Supposons par exemple, pour nous les fonctionnaires, les retraités, ceux qui sont en train de recevoir là, c'est presque le décompte final. Les gens que nous avons retraités, après, ce qu'on va leur donner, c'est le décompte final. Pour ceux qui ne sont pas de l'administration publique, par exemple les privés, après avoir clôturé ton service, tu n'es plus avec eux. Ce qu'on va te remettre, c'est votre décompte final. Après avoir écouté les Kinois, on se rend bien compte que les Kinois connaissent un tout petit peu de quoi il s'agit. Nous parlons de ce terme décompte final. Souvent, on en parle dans nos familles, mais on ne sait pas exactement comment cela se calcule. C'est avec le chef de travaux, Constant Chitambwe. Il est chef de travaux au département de l'économie au niveau de l'université de Kinshasa. Lui, par contre, va nous donner la définition de ce terme, mais également comment ça se calcule en décompte final. Cette matière relève du droit du travail. Et dans notre pays, le code de travail définit cette matière à l'article 100 de ce même code. Il définit le compte final comme étant toute somme restant due lors de la cessation définitive d'un service donné. Je vais m'expliquer. Ça arrive, pour qu'on parle de compte final, il faut d'abord qu'il y ait un contrat. Une personne travaille dans une entreprise et le contrat peut être un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée. Cela dépend du contrat qu'on a signé. Et lorsqu'arrivent certaines fautes ou les fautes lourdes, le contrat peut cesser d'exister. Et lorsque le contrat cesse d'exister, il y a des conséquences. Lorsqu'il y a une rupture de contrat, il y a des conséquences à supporter par l'employeur et par l'employé. Ceci étant, lorsqu'arrive à terme de ce contrat, il y a certaines clauses qui sont définies dans ce code de travail qu'on doit respecter et par l'employeur et par l'employé. Et c'est ce qui donne, il faut qu'il y ait un contrat, qu'il y ait cessation et le compte final est payé dans les 48 heures dès lors qu'on a arrêté le travail ou la personne a été licenciée. Cela dépend
les accords signés entre les deux partenaires, l'employé et l'employeur, qui peuvent revoir avec certains préavis pour éviter que si l'employeur n'a pas respecté les délais de 48 heures, il y a un risque d'être poursuivi par la cour d'appel afin de payer ce qu'on appelle les 6% l'an ou soit dommages intérêts au profit de l'employé. Voilà ce que je peux dire en grosso modo, ce qu'on appelle les décomptes finaux en me répétant, disant que c'est toute somme restante ou tout ce qui reste à payer à un agent qui avait signé un contrat, soit un contrat en CDI ou bien en CDD. Lorsque l'employeur licencie un agent, il va arriver que l'employé est obligé de donner les décomptes finaux où il est redevable au compte final s'il y avait ce qu'on appelle les arriérés de salaire ou de primes. Donc, en cas d'arriérés de salaire, où la personne a travaillé pendant un bon bout de temps, il n'a pas été payé, lorsqu'arriva le moment des sessions de service, l'employé est redevable envers l'employé. Il doit les payer, car cela ne tient, il doit toujours les payer. Si c'est l'employé qui démissionne de son gré, il a toujours droit de recevoir les décomptes finaux. Cela intervenant au moment où le contrat a été arrêté et on va faire un petit calcul pour arriver à satisfaire l'employé qui vient de quitter l'entreprise. Alors, en fait, vous savez qu'en matière de contrat de travail, lorsque quelqu'un est licencié, il reçoit tout son salaire, la totalité. Mais lorsque vous démissionnez de votre bon gré, c'est-à-dire que vous devez avoir la moitié. En fait, c'est ça les droits, les actions sociales. Donc, quand vous êtes licencié, celui qui vous licencie pas de votre gré. Donc, il vous doit toute la totalité de votre salaire. Mais si vous partez vous-même, c'est-à-dire que le fait de quitter l'entreprise, vous avez préjudicié l'entreprise parce que votre poste sera vacant. Le temps que l'employeur se cherche une autre personne, ce sont des coûts perdus. Donc voilà pourquoi un employé est obligé de recevoir la moitié de son dit. Voilà, cela me donne l'accès à la dernière question. Comment se calcule? C'est là où interviennent les grands problèmes, où ça pose problème entre l'employé et l'employeur. Vous le savez bien, avant de faire ces calculs-là, dans notre pays, je prends un exemple avant de répondre, nous avons ce qu'on appelle le SMIG. Le SMIG, c'est le salaire des professionnels garantis, qui est fixé, si ma mémoire est bonne, à 7,025 francs. C'est-à-dire, c'est le minimum sur lequel l'employeur ne peut pas payer en deçà. Donc, c'est une fourchette, vous commencez par le SMIC et puis vous montez. Vous ne pouvez pas payer en deçà. Alors, si on connaît les salaires horaires par jour, par heure, on va aussi connaître les salaires par jour. Parce que la loi fixe 8 heures de travail par jour. Donc, on peut dire avec 45 heures qui est assez normalement pour le travail, avec ce qu'on enlève le temps de repos, de casse-cou, tout ça, ça va tomber 45. Normalement, c'est 8 heures par jour. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pour les calculs, on doit connaître les salaires journaliers. Comme nous savons que le mois a 26 jours, on calcule les salaires journaliers multipliés par 26. C'est sinon ce qu'on appelle les salaires de base. Une fois qu'on connaît les salaires de base, c'est-à-dire quand on parle de base, ça dit quoi? C'est les salaires, c'est cette base sur laquelle on va commencer à faire certains calculs qui vont nous suivre après, ce que je vais ici expliciter. Alors, viennent les heures supplémentaires. Je suis déjà des calculs, hein. Salaire de base 26, c'est salaire journalier multiplié par 26. Alors, viennent les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, nous le savons, que c'est dans une portion de 30, 60 et 100. Vous avez, lorsque les deux premières heures au-delà de 45, c'est 2 heures.
Donc vous avez 30% de ces montants-là. Lorsque vous avez les heures au-delà des 2 heures ou de ces 45 heures, vous avez 60%. Et les 100% sont les jours fériés ou les jours de congé. Quelqu'un devait être en congé, il a été obligé de payer, de travailler. Donc on doit les payer en tant qu'exploiteur à 100%. Alors, une fois qu'on a déjà calculé l'UPER pour notre agent, il doit aussi une cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale. On appelle ça les déductions. Il faut aussi déduire ce qu'on appelle les contributions à l'INPP. Et ensuite, il y a aussi la contribution à l'ONEM qui doit faire une déduction. Après avoir fait cette déduction, maintenant viennent les autres avantages. Les avantages là, c'est peut-être des avantages, ça deviennent les primes, les commissions et autres avantages. Une fois qu'on a les primes, les avantages, on passe encore aux autres gratifications. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les gratifications, il y a aussi les commissions, il y a les primes, il y a ces avantages dits à un agent dans lesquels vous avez les allocations familiales, allocations d'indemnité de transport. On le sait, on sait que dans notre loi, il est dit lorsqu'une personne habite au-delà de 3 km, pour les cadres, vous avez au moins 4 taxis. Vous avez le coût d'un taxi ou le prix d'un taxi multiplié par le nombre de 4 tours. Et pour les commerces, c'est-à-dire en dehors des 4, vous avez tout le monde, mais c'est tout le monde. Vous avez à peu près un bus pour 4 tours selon le coût du billet de ces bus-là. Voilà ce qui fait ce qu'on appelle les allocations des indemnités de transport. Et viennent les indemnités de logement qui posent des données. Si la société n'a pas un bâtiment, il peut payer une contre-valeur. On appelle le contre-valeur, les travailleurs reçoivent cet argent-là. Et ensuite, il y a encore les indemnités sur les enfants. Si les travailleurs ont des enfants, l'entreprise est censée supporter. Il y a aussi les soins médicaux. L'entreprise est censée payer les soins médicaux à l'agent. Une fois que cette feuille de calcul est déjà déterminée, en ce moment-là, donc les contrats qui étaient déjà arrêtés, qui arrêtaient ses effets, et on remet à l'agent son bulletin ou son certificat de cessation de service. Et en même temps, on lui remet la feuille de calcul de son dit et les montants en espèces. On ne peut pas donner à quelqu'un les feuilles de calcul sans les dire en espèces. Donc, on remet la feuille de calcul et les montants en espèces. Une fois qu'on les donne, les deux parties se séparent en amiable. Chacun reste dans son entreprise et celui qui vient de quitte l'entreprise en ayant quelque chose sous sa main. Voilà en fait comment se fait les calculs sur les décomptes finaux. Je ne sais pas si vous avez une autre question, une question à rechercher là-dessus. Oui, là où vous avez soulevé notre problème, lorsqu'il y a un décès, c'est un cas de force majeure. Personne n'a prévu la mort de quelqu'un, personne n'a programmé la mort de quelqu'un, mais sauf que c'est un cas de force majeure. Ce n'est pas l'agent qui a démissionné, ce n'est pas l'employé qui a licencié la personne, mais le bon Dieu a voulu que la personne nous parte. Que voulez-vous qu'on fasse? Vous voyez ça? Mais quand cela ne tient, il doit, quelles que soient les conditions, il doit recevoir les décomptes. Et surtout, ça dépend du contrat. Si c'est un contrat bien déterminé, vous comprenez que le contrat est déterminé. Si c'est un contrat déterminé, on peut savoir si c'est un CDD, on sait que s'il avait déjà travaillé une année et qu'il meurt, donc il y a une année qui reste. Donc le décompte final va couvrir seulement une année qui reste. Mais si c'est un contrat à durée indéterminée, là, à niveau conséquences qui arrivent, on va calculer, tenant compte que c'est un contrat indéterminé. Vous savez que le contrat indéterminé, il est moins avantageux pour un contrat indéterminé. Pourquoi? Parce que le contrat indéterminé, à tout moment, il peut s'arrêter. Vous savez ça? À tout moment, il peut s'arrêter. Tandis qu'un contrat indéterminé, on sait que dans 2 ans, je vais arrêter. Dans 3, je vais arrêter. Là, on a l'échéance sûre et certaine. Mais en CDI, on ne sait pas à quand le contrat va s'arrêter. Demain, il peut s'arrêter. Et il s'arrête. Et on fait les calculs. On fait ça. Ça sera moins désavantagé. Parce que ça sera une petite somme qu'on va donner à l'agent.
Ah, vous avez compris que c'est en tout cas un peu difficile la manière dont est calculé un décompte final. Mais nous espérons en tout cas que vous avez pu retenir quelque chose de ces termes de compte final. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission en termes d'une explication. À la prochaine. L'impôt fait partie du texte. L'Europe a été construite Et par l'impôt, donc, a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais, nous sommes en droit au impôt. Donc c'est un devoir civique.